que vous m'entendez bien, je crois que oui. Donc, on est réunis pour 2 heures, pour un temps de travail autour de la question des politiques d'éducation et des politiques culturelles. Carole Delga n'est pas là pour l'instant, mais elle nous rejoint. Elle avait un tout petit élément avant et elle nous rejoint le plus rapidement possible, mais elle m'a prévenu qu'elle arrivait très vite. Donc, on le fait sur ces politiques culturelles et d'éducation, en se posant aussi une question de manière assez frontale, c'est que faisons-nous face au « c'était mieux avant » en matière d'éducation et de culture du Rassemblement national. C'était mieux avant parce que c'était mieux avant pour eux la massification scolaire, et c'était mieux avant parce qu'ils imaginent une unité culturelle fantasmée dont on se serait défait, etc. Ce qu'on constate dans tous les assemblées où les uns et les autres on est élus. On le fait avec un panel qui permet, à mon avis, de voir les choses de la ville jusqu'à l'Europe avec Emma. Et donc l'idée, c'est évidemment d'essayer de voir à chacun de ces étages qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle et d'éducation telle que nous pourrions la mener, et comment on se positionne et comment on fabrique des anticorps face au Rassemblement national en renforçant l'émancipation individuelle et collective par ces politiques. Donc je commence tout de suite par, à tout seigneur, tout honneur, l'invité, celui qui joue à l'extérieur, Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et je le remercie de sa présence. Fatia, que vous connaissez bien, qui est présidente désormais de la commission éducation-culture. Bravo, Madame la Présidente. Emma Rafovitz, nouvelle députée européenne, présidente des Jeunes Socialistes. Et toujours la plus populaire. Yann Gallu, maire de Bourges, ville qui est la capitale européenne de la culture en 2028, c'est ça, 2028 ? Et le tout nouveau député de Paris, anciennement premier adjoint, Emmanuel Grégoire. Bon, moi je propose qu'on commence du coup dans la commune, dans la ville, là où les choses se fabriquent en proximité. Et donc Yann, ma première question, elle est pour toi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait dans une ville qui est capitale européenne de la culture ? C'est bien qu'on y fait des choses d'un point de vue d'éducation et de la culture. Et est-ce que dans ce que tu fais, tu as l'impression que tu fabriques des antidotes au Rassemblement national et à leur vision du monde ? Bien, d'abord bonjour à toutes et à tous, merci pour la question. Peut-être vous dire, mais ça ne vous surprendra pas, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de la capitale européenne de la culture. Bourges a été désignée pour être capitale européenne de la culture en 2028. Nous succédons à Marseille, qui était en 2013, et puis il y a eu aussi Avignon, qui a été capitale européenne de la culture en 2004. Ce que je veux vous dire, et vous allez comprendre une partie de mon propos, est-ce que vous savez quelles étaient les 4 villes qui étaient en finale de la désignation de décembre dernier ? C'était 4 villes avec des maires de gauche. Ce n'est pas un hasard, à mon avis. Vous aviez Montpellier, vous aviez Rouen, vous aviez Clermont-Ferrand et vous y aviez Bourges. Et de mon point de vue, le fait que ce soit 4 villes de gauche ou 4 villes à orientation socialiste, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que je crois que ce qui nous rassemble ici, avec bien sûr nos amis des autres partis de gauche, c'est que, contrairement à certains, on considère que la culture est essentielle. Et rappelez-vous quand même que pendant la période Covid, on a été avec un gouvernement qui nous a expliqué que la culture ne l'était pas essentielle. Et je veux juste vous dire une petite anecdote que je raconte souvent. Parce qu'à l'époque, avec Cécile L, qui était la maire d'Avignon, socialiste aussi, nous avions lancé un appel à des rassemblements en janvier 2021 pour dire « la culture est essentielle ». En janvier 2021, moi j'ai la chance d'avoir une petite fille qui avait 10 ans à l'époque. Je pouvais aller au Décathlon lui acheter des chaussures, des baskets pour son cours de gym, et je ne pouvais pas l'amener au musée. Et donc ça montre l'état d'esprit, ça montre l'orientation politique de dire la gauche considère que la culture est essentielle. Deuxième chose dont je vais vous dire, c'est que moi j'ai gagné Bourges en 2020 après 3 mandats de droite, et la question que je me suis posée en préparant mon programme électoral, c'est qu'est-ce qui va me permettre de relancer cette ville ? Qu'est-ce qui va me permettre de faire sens ? Eh bien, c'était la culture. Donc, mon projet politique que j'ai présenté à mes habitants en 2020, c'était de dire c'est par la culture, et
aussi l'éducation, bien sûr, mais c'est avant tout par la culture qu'on va reconquérir notre ville et la faire revivre. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est ce qu'on a mis dans le projet. Et on s'est pris au jeu, on a dit, pour faire ça, on pensait ne pas gagner, hein, mais on va présenter la candidature de Bourges à être capitale européenne de la culture. Et dans notre projet, eh bien, c'est de faire vivre la culture partout dans Bourges, et pour tous et toutes les cultures. Toutes les cultures. C'est aussi la différence qui nous sépare, à mon avis, idéologiquement, encore plus avec le RN, d'ailleurs, au-delà de notre peur collective d'imaginer que le RN allait pouvoir gagner il y a quelques semaines. Moi, j'avais une peur personnelle, c'est que si, bien sûr, le RN avait gagné, la capitale européenne de la culture, avec le programme qu'on a mis dans notre programme, ben, il nous aurait coupé les subventions immédiatement. Mais nous défendons toutes les cultures. Nous défendons toutes les cultures. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi concrètement ? Je ne vais pas monopoliser la parole, peut-être que je reprendrai la parole, il faut aussi me dire, mais l'une des premières choses, par exemple, que nous, on a fait, c'est qu'on a fait une opération qui fait que dans toutes les écoles de Bourges, eh bien, on permet à nos enfants, à des écoles élémentaires, puisqu'on s'occupe en tant que mairie de Bourges au niveau des petits, eh bien, d'avoir un artiste qui vient sur place et 1 an de projet d'accompagnement. Et ce que je peux vous dire dans tous les quartiers de Bourges, c'est que l'artiste vient pendant 1 an accompagner une classe et à la fin, il y a la restitution avec les parents, avec les enseignants, et on voit des choses absolument extraordinaires. Donc c'est le choix d'abord et avant tout de dire que dans notre budget municipal, la culture est prioritaire, que c'est pour toutes les cultures, et c'est ce lien-là qui, à mon avis, fait que eh bien, on fera se rencontrer différentes personnes, des artistes viendront concrètement dans les classes, dans la ville, qu'il y aura ce mélange-là. Donc c'est pas le seul, hein, c'est un des antidotes, bien sûr, à la montée du Rassemblement national, mais c'est aussi de dire que de parler de la vision du Rassemblement national, parce que moi, quand j'ai vu qu'ils étaient aux portes du pouvoir, j'ai essayé de regarder le programme culture du Rassemblement national. Juste aller sur Internet, essayer de voir qui parle de culture. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils parlent un peu de patrimoine. La culture, c'est le Puy du Fou, hein. C'est rien d'autre. Donc, on a vraiment un combat idéologique, on a un combat politique. Ça passe, cher président de la Commission des finances et chère présidente de la Commission culture, par des choix aussi financiers, parce que la culture a un coût et il faut l'assumer. Il faut l'assumer dans les budgets. Il faut se dire que, eh bien, parfois, on fait un peu moins de voirie, on fait un peu moins d'autres choses pour faire de la culture. Mais pour moi, et je dirais pour nous, qui sommes des élus socialistes ou des élus de gauche, eh bien, cette question, elle fait partie de notre ADN. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on continue à mettre en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann. Fatia, peut-être, donc sur c'était mieux avant, quand on a préparé un peu cette table ronde, tu me disais qu'il y avait un certain nombre de sujets où, comme c'était mieux avant, il y a plein de sujets aujourd'hui dont ils refusent de parler, dont le Rassemblement national refuse de parler. Et toi, vu de la commission qui les côtoie depuis un moment maintenant, quels sont les points aveugles que tu rencontres chez eux ? Merci Alexandre. Alors moi, pour préparer cette table ronde, je me suis dit, quels sont les sujets que le Rassemblement national refuse de traiter ? Et quels sujets, nous, on doit traiter justement en priorité ? Je vais vous donner quelques exemples, puisque depuis 2022, je suis députée à la Commission culture et éducation. Un des sujets que le Rassemblement refuse de traiter, c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc, dans l'éducation nationale, depuis 2001, depuis la loi Aubry, il devrait y avoir un programme et des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Or, la réalité, c'est que moins de 17% des élèves disent à la fin de leur scolarité avoir eu ces cours. Moins de 17%. Aujourd'hui, nous avons décidé, moi en tout cas en tant que présidente de cette commission, de auditionner un maximum de personnalités, d'instances qui soulèveraient la détestation du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que le programme, tu en parlais Yann, du Rassemblement national, alors parlons d'abord de la culture. Programme de Marine Le Pen en 2022.
J'ai relu les deux. Programme de Jordan Bardella en 2024. En 2022, le mot culture n'existait pas. Il y avait le mot patrimoine uniquement. Et en 2024, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Voilà, donc la culture pour le Rassemblement national, elle se contente de parler de patrimoine, de biens culturels, d'infrastructures, et de remettre les moyens financiers larges à la réfection, reconstruction, réhabilitation, notamment du patrimoine religieux. Église, bien sûr, on entend patrimoine religieux, église, qu'on ne confonde pas. En commission, pendant 2 ans, j'ai été tout ce que le Rassemblement national a détesté, et me l'ont dit, et me l'ont fait payer largement. Je suis une femme, je suis féministe, je suis une femme de gauche, je viens de Seine-Saint-Denis, mais quelle horreur. Julien Oudoul aborde la Seine-Saint-Denis, peut-être que je donnerai des éléments après, et puis je suis issue de l'immigration présumée musulmane. Et donc, j'en ai pris vraiment très cher pour mon grade, parce que, en fait, le Rassemblement national a une idée de la culture et une seule idée. Une idée de l'éducation et une seule façon d'éduquer les enfants. Pourquoi c'était mieux avant pour eux ? Parce que c'était mieux avant fantasmé qui n'a jamais existé. J'ai enseigné 30 ans dans l'éducation nationale et j'ai commencé à enseigner en 1993. C'était pas mieux avant. Aujourd'hui, les enfants ont une curiosité, je suis désolée de vous le dire, Internet a du bon, puisque aujourd'hui, les enfants sont curieux, vont chercher des informations. Alors, c'est vrai, ils sont un peu abreuvés, et je pense qu'il faut les former, mais ils ont une curiosité intellectuelle qu'ils n'avaient peut-être pas, en tout cas, à mon avis, de prof, en tant que prof, il y a 30 ans. Et donc, c'était mieux avant les années 70, quand il y avait l'uniforme, donc c'est dans le programme du Rassemblement national, l'uniforme pour les élèves, donc Macron leur a servi sur un plateau d'argent. C'était mieux avant parce qu'il y avait de l'autorité du maître, fantasmée totalement aussi. C'est pas parce qu'un élève se tait que la classe se passe bien. Et ça aussi, je crois que nous, à gauche, on doit quand même aussi expliciter que la classe, ça doit être un endroit actif, un endroit d'interconnexion, et pas uniquement un professeur tout là-haut qui parlerait à des élèves, où ça rentrerait par une oreille et ça ressortirait par l'autre, mais ils sont bien gentils et ils sont en uniforme, donc tout va bien. C'était mieux avant, c'est l'imaginaire aussi dans le programme 2024 de Bardella, mais surtout, très intéressant le programme éducation de Marine Le Pen, beaucoup plus que celui de Bardella. Pour Marine Le Pen, il faut donner du pouvoir aux chefs d'établissement pour sanctionner les profs. Les profs doivent être des fonctionnaires irréprochables avec aucune liberté d'expression. Aucune liberté pédagogique, mais même aucune liberté d'expression. Et le prof ne doit surtout pas avoir d'idées politiques ou de notions politiques dans sa vie personnelle. Il faut que ça ne transpire pas. Pourquoi ? Parce que nous, à l'Assemblée, moi pendant 2 ans, j'ai entendu que les profs étaient des islamo-gauchistes. Et le Rassemblement, et pourtant, il y a des profs qui votent encore Rassemblement national aujourd'hui, enfin beaucoup plus qu'avant, Rassemblement national aujourd'hui. J'ai entendu que les chaînes de télévision publiques étaient des chaînes islamo-gauchistes. Alors ça, c'est tous les jours, chaque commission, tous les mercredis. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national est pour une télévision Bolloré, une télévision privée. D'ailleurs, dans la commission, on a un vice-président qui s'appelle Monsieur Ballard, qui est vice-président de la commission culture et qui était journaliste à iTélé, l'ancêtre de CNews. Et donc pour eux, les chaînes de télévision publiques doivent disparaître. Ils le disent, ça ils s'en cachent pas, parce que c'est un repère de gens de gauche et de wokistes. C'était mieux avant parce que pour eux, je pense qu'ils se inventent une France, peut-être des années 30 et encore, une France blanche, une France catholique. Et donc, aujourd'hui, ce qui les dérange beaucoup en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a une culture mixte, on a une diversité importante, mais aussi on a en fait un choix culturel qui est complètement en phase avec la réalité du territoire.
Et là, ça dérange terriblement. Je vous rappelle que Aya Nakamura, elle vient de Seine-Saint-Denis et elle a sa maison de production dans ma circonscription. Et ce genre de personnes dérange profondément le Rassemblement national parce que ce n'est pas la culture qu'ils veulent voir. Eux, ils veulent rester dans une culture qui n'existe pas, fantasmée, blanche et si possible catholique. C'était mieux avant, enfin pour finir, c'était mieux avant parce qu'avant, il n'y avait pas de problème de mixité scolaire puisqu'il n'y avait, semble-t-il, pas d'enfants de pauvres à l'école. Oui, en effet, en 1900, il y avait 2% de bacheliers en France. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Et donc, dans les établissements scolaires, si on ne crée pas, et là je prêche pour ma paroisse puisque j'ai déposé une proposition de loi sur la mixité scolaire, si on ne prêche pas, si on n'oblige pas, si on n'oblige pas les établissements scolaires à avoir une mixité sociale, c'est-à-dire si on ne les oblige pas en leur donnant des sanctions financières, eh bien, on a le résultat d'aujourd'hui, 10% des établissements concentrent 60% des enfants les plus pauvres de France. 10% des établissements concentrent la majorité des enfants pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'école privée est un repère d'enfants riches, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et que tant qu'ils ne seront pas sanctionnés, tant qu'il n'y aura pas un système qui les obligera à avoir des classes mixtes, c'est-à-dire à respecter les indices de position sociale, tant qu'on ne fera pas cela, ça ne marchera pas. Et donc Pape Ndiaye a commencé à le faire très gentiment. Il s'est fait taper sur les doigts et il a reculé en disant non, je ne sanctionnerai pas. Alors, il paraît qu'il faut que je précise. L'indice de position sociale, c'est un chiffre qui nous dit si dans les établissements, il y a de la mixité. Je vais vous donner 2 exemples. En Seine-Saint-Denis, l'indice de position sociale le plus bas doit être autour de 60. En moyenne, il est de 112 au niveau national. Et nous avons des établissements privés en Seine-Saint-Denis où l'indice de position sociale est de 140, c'est-à-dire le plus haut de France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans 2 collèges à Montreuil, je vais prendre Montreuil parce que c'est une ville qu'on connaît bien en général, dans le 93, avec une distance de 200 mètres, et je peux vous donner le nom des collèges. Vous avez le collège Politzer, et puis vous avez une école privée qui s'appelle Henri Matisse. 200 mètres de distance, il y en a un où c'est le plus bas de France, et en face, on a le plus haut de France. Est-ce que c'est normal ? Non. Donc la gauche, toute la gauche, d'ailleurs on a mené un travail avec tous les partenaires de gauche depuis 2022, avec Idir Boumertit, avec Soumia Bourara, avec Francesca Pasquini qui n'est plus avec nous. On a mené un travail sur la mixité sociale, on continuera à le mener, mais il va falloir absolument que la gauche tienne le coup, ait envie de faire des propositions, des vraies propositions de gauche, et menons le combat, s'il vous plaît. Peut-être qu'on poursuit donc avec l'autre président, Éric. Et il y a une actualité financière, finalement, sur les questions qui sont les nôtres en matière de politique d'éducation et culturelle, puisque la ministre démissionnaire Nicole Belloubet, dans une conférence de presse, a dit il me faut au moins ce que j'ai, et ce qui m'est demandé par Matignon ne fonctionnera pas pour mon ministère. Donc j'aimerais bien que tu nous donnes, toi, un petit peu ta vision de cela, et puis peut-être qu'on déborde aussi sur ce que dans notre projet, on avait mis sur les questions d'éducation, ce qu'on a voulu y faire sur tous ces sujets. Merci Alexandre, merci au Parti Socialiste de cette invitation. Je réponds tout de suite à ta question. Je voudrais juste faire une petite incise d'abord, puisque j'ai la chance d'avoir Fathia à côté de moi. Donc vous avez les 2 présidents de commission de gauche qui sont en face de vous, élus Seine-Saint-Denis, tous les 2. Et c'est pas, je veux dire, un détail. Mais surtout, c'est une preuve quand même, parce que lors des élections de président de commission, lors des élections de bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu de fait une alliance assumée entre les macronistes et la droite républicaine. Et le fait que tous les 2 on ait été élus malgré ça, le fait que nous avons eu la majorité absolue au bureau de l'Assemblée, ça montre juste qu'on peut être majoritaire à l'Assemblée. Je dis ça comme retour, à moins évidemment d'une alliance de fait avec le RN, que à mon avis n'hésitera pas à faire le macroniste s'il en a l'occasion, mais sinon, ça veut dire qu'on peut être majoritaire à l'Assemblée, et pas seulement à mon avis au niveau de nos
des personnes que nous présentons à tel ou tel poste, mais également, à mon avis, au niveau du contenu. Voilà, un petit peu, je voulais profiter du fait d'avoir Fathia à côté de moi pour faire cette remarque. Écoute, il y a une chose évidente, en tout cas, parce que la conférence de presse de Belloubet, elle avait manifestement, même si elle n'a pas donné les détails, mais elle devait très certainement s'appuyer sur les lettres de plafond que les ministères ont reçues, puisque pour aller vite, l'année prochaine, pour correspondre aux 4,1% de déficit prévu dans le programme de stabilité, du côté de l'exécutif, ils espèrent un gouvernement qui va proposer 15 milliards de dépenses publiques en moins au niveau budget de l'État et 5 milliards au niveau de la Sécu. Et dans ces 15 milliards, il y a des lettres de plafond qui ont été envoyées. Théoriquement, lundi, hier, j'étais voir Cazenave, ministre démissionnaire, et lundi, je devrais avoir, si ce n'est le détail, en tout cas, les différents plafonds proposés. Mais manifestement, si Belloubet a réagi comme ça, c'est qu'il y a eu dans ces lettres de plafond, il y a une diminution très certainement importante au niveau du ministère de l'Éducation nationale, en se rappelant qu'il y a déjà eu une première diminution de 700 millions d'euros environ au moment de l'annulation des 10 milliards de crédits au début de l'année, et en sachant que rien que pour 2024, vous avez à peu près 7 milliards d'autres de crédits qui sont prévus d'être annulés, qui ont été également envoyés. Bon. Donc si elle réagit comme ça, c'est que même elle dit qu'elle n'y arrive plus. Bon. Et pourquoi elle n'y arrive plus? Parce que quand Gabriel Attal a présenté le budget, à l'époque, il était ministre de l'Éducation, pas encore Premier ministre, pour le PLF 2024. Son estimation, c'était de dire, bon, finalement, écoutez, on va être grand seigneur, on ne va pas supprimer des postes, on va garder les postes, on va geler les postes, et comme il y a une baisse démographique des élèves attendus, en réalité, ça veut dire qu'on fait un effort pour l'enseignement. Bon. Et les 700 millions d'euros, la première annulation remet déjà en question ça, c'est-à-dire remet en question cette promesse. Bon. Du coup, Belloubet s'est retrouvé devant des difficultés telles qu'au moment où je vous parle, on ne sait toujours pas comment le ministère a décliné ces 700 millions d'euros. On n'a jamais réussi à le savoir. Et je ne suis pas sûr qu'à Bercy, ils le savent également. Bon, première somme. Deuxième somme, évidemment, ça l'empêche de répondre positivement à des revendications légitimes. On est en Seine-Saint-Denis, il y a eu un plan d'urgence pour l'éducation qui a été demandé de 340 millions d'euros pour pallier aux différentes inégalités de la Seine-Saint-Denis. J'ai conscience qu'il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis qui en souffre, mais enfin là, il y avait une bataille. Elle n'a pas été capable de répondre d'un iota par rapport à ça, par rapport à l'étranglement. Donc pour te répondre, il est vraisemblable que dans les plans d'austérité prévus qu'ils ont prévu pour 2024 et 2025, le ministère de l'Éducation prenne cher. Ça, c'est la première chose. Bon. Et pour répondre à ton débat, avant de passer à nos propositions en contre, c'est qu'on a là une politique qui, à la fois, est une politique qui, finalement, ne donne pas les moyens à l'éducation nationale et remet même, en réalité, l'idée d'une éducation nationale qui est la promotion pour toutes et tous, et notamment qui peut appuyer un ascenseur social qu'on a connu dans les 30 Glorieuses, alors avec différents facteurs, hein, le choc des savoirs et la remise en question du collège unique, et différentes mesures qui étaient envisagées. Ce n'est rien de moins que d'en finir avec l'idée d'arriver à 80% d'une génération de bacheliers qui peut envisager des études après. C'est acter le fait que finalement, il y a des élèves, et puis comme par hasard, c'est les élèves de classe sociale défavorisée, qui pourraient être orientés rapidement vers des circuits courts, enfin vers des cycles courts, et qu'on en finisse avec cette idée de promotion. Il y a ça derrière le macronisme de manière extrêmement importante, avec une autre idée, à mon avis, qui doit être dans nos têtes, c'est que dans leur politique du tout apprentissage, ce n'est pas la question de remettre en question l'apprentissage comme outil à un moment donné participant à une formation, mais eux, c'est une politique du tout apprentissage. Il y a finalement le retour au 19e siècle où pour toute une partie des classes populaires, d'enfants des classes populaires, ça semblait normal que l'enseignant soit le patron, quoi, pour aller vite. Je ne caricature pas tellement en disant ça. Bien. Donc ça, première base de leur politique, la remise en question de l'éducation comme moyen d'émancipation pour tout le monde, y compris pour permettre justement aussi la question de l'ascenseur social. Deuxièmement,
intégration déjà de mesures très, très réactionnaires que moi je pense être liées à l'extrême droitisation de la société. Ça a été dit avec l'uniforme. Le fait que l'uniforme, on pense à un moment normal, au-delà de ce que ça signifie de dépenser des milliards d'euros pour des uniformes, alors que par contre on ne va pas pouvoir répondre à un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis. Il y a effectivement, tu l'as dit, toute la campagne qui a pu avoir lieu sur l'islamo-gauchisme, enfin, c'était plutôt sous Blanquer, mais enfin, le wokisme, etc., avec une espèce de chasse aux sorcières organisée dans l'éducation de manière totalement lunaire, et qui reprenait, pour aller vite, à certains moments, des choses que finalement, qui étaient les arguments de l'extrême droite. Donc on a une politique qui, en termes d'idéologie, y compris sur la revalorisation aussi uniquement de matières fondamentales, en laissant de côté des matières qui finalement seraient uniquement dévolues pour des élèves appelés à des cycles plus longs. Cette remise en question par le fait de ne pas mettre les moyens de l'école émancipatrice pour toutes, et puis enfin idéologiquement, notamment l'université, ce qui a pu accompagner le mandat de Blanquer, on a, je trouve, un budget d'austérité, une remise en question de l'éducation nationale et en même temps une politique d'extrême droitisation. Le Nouveau Front populaire propose exactement l'inverse. Voilà, je crois que c'est important de se le dire. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on ne peut plus considérer normal qu'au-delà même du nombre de postes d'enseignants supprimés, chaque année, on a environ 3000 enseignants qui ne sont pas trouvés, parce que le métier d'enseignant est un métier que les gens ne veulent plus faire. Bon, alors, ils ne veulent plus le faire pour des raisons différentes. Il y a une raison de revenus, de valorisation. Vous savez qu'aujourd'hui, un enseignant en début de carrière gagne environ 30 400 euros en France contre 69 000 euros au Luxembourg, 65 600 en Allemagne, et que c'est 1,2 fois le SMIC contre 2,2 fois le SMIC dans les années 80. Donc il y a eu une paupérisation du métier d'enseignant qui, en plus, se retrouvant dans des situations souvent difficiles, c'est à peu près normal qu'on ait du mal à recruter des enseignants. Donc nous avons, dans notre programme, un grand plan de revalorisation à la fois par le point d'indice, mais aussi particulière sur le métier d'enseignant, un grand plan d'embauche pour arriver à 19 élèves par classe, qui est à peu près la moyenne en Europe, puisque nous sommes un des pays européens où il y a le plus d'élèves par classe, et puis un grand plan d'embauche qui doit aussi compter pas seulement la question des enseignants, mais la question des personnels de vie scolaire, AES, et puis les personnes aussi de tout ce qui est médico-scolaire, médecins, infirmiers. Et je voudrais le dire souvent, parce que quand on parle des problématiques de RICS et de violence dans la jeunesse, je pense qu'on doit s'interroger sur le sous-équipement en France. Le sous-équipement n'est pas un mot très beau, mais enfin chacun me comprendra en France, du côté du psy. Je veux dire, on a véritablement un problème majeur là-dessus. Il n'y a quasiment plus de psychologues dans les écoles. Donc là-dessus, il y a un plan. Donc, problème de question de revalorisation et d'embauche. Question aussi de faire en sorte, je conclue, Alexandre, de faire en sorte que les élèves et les jeunes puissent faire leurs études sans forcément avoir recours à des boulots précaires ou autres. Donc il y a l'idée d'un garantie revenu pour la jeunesse qui pourrait être à partir de 16 ans pour les élèves qui sont dans les lycées professionnels et à partir de 18 ans pour les autres, qui puissent justement permettre de faire des études dans des bonnes conditions. Il y a une revalorisation et une démocratisation de l'enseignement supérieur qui serait à rebours des politiques qui ont été prises depuis des années. Donc c'est la suppression de Parcoursup et la suppression plutôt de faire en sorte que les universités aient des moyens plutôt que d'adapter les universités j'allais dire, à des moyens toujours en baisse par tête d'étudiants, et donc en finir avec la sélection à l'université et de permettre là aussi de revaloriser le monde de l'université. Et puis en termes de moyens aussi pour les écoles, je dois le dire, il y a l'idée de moduler la dotation des écoles, y compris le privé sous contrat, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un travail d'une mission, d'une commission d'enquête à l'université
avec un député macroniste et un député Nouveau Front Populaire qui était Paul Vannier, qui conclut qu'en gros, le privé aujourd'hui, on ne sait même pas combien il y a véritablement de dotations, c'est entre 10 et 12 milliards d'euros, et personne n'est trop capable, et c'est la Cour des comptes qui le dit, de savoir comment tout ça est contrôlé en termes de contenu d'éducation. Bon, et je ne parle même pas de la sélection qui est faite. Donc là-dessus, il y a quelque chose auquel s'attaquer, qui pourrait aller par une dotation des écoles modulée justement en fonction des efforts de mixité sociale qui pourraient être faites, et évidemment aussi une grande aide par rapport notamment aux collectivités sur les questions d'établissement, que ce soit lycée, collège, etc. Donc voilà, nous, notre politique que nous voulons mettre en place, c'est une politique où véritablement l'éducation nationale est une priorité absolue, parce qu'elle est quelque part notre trésor, et qui est à rebours de ce qu'on a vécu avec le macronisme, et que manifestement, d'après ce que je vous ai dit en introduction sur les lettres de plafond, n'imagine pas être remis en question par un gouvernement qui serait un gouvernement s'adaptant à la politique du macronisme. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Éric. Bon, je salue l'arrivée de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, présidente de Région de France. Merci beaucoup, Carole, d'être avec nous. Et je vais te passer immédiatement la parole avec une question sur... Alors, j'ai deux choses, en fait. J'ai d'abord une question sur comment on a des compétences obligatoires, on a des compétences facultatives quand on est présidente de région, et il y a beaucoup en matière culturelle et d'éducation qui tient au volontarisme politique. On dit que la région Occitanie, c'est la région qui est à la rentrée la moins chère de France, voilà, et vous êtes fiers de ça, je crois, là-bas. Et deuxième question, moi, c'est le rapport au RN. J'ai été conseiller régional, et je me souviens à quel point le RN pratiquait, et c'est ce qui peut-être m'a choqué le plus en arrivant à la région, en tout cas chez moi dans les Hauts-de-France, une forme de censure culturelle. Ils prennent projet par projet, et si un malheureux metteur en scène a eu le malheur de dire une fois quelque chose contre Marine Le Pen, ils demandent que la subvention soit retirée. Et ça me semble quand même un point extrêmement important dans leur rapport aux faits culturels. Bref, je voulais savoir si c'était ça pareil chez toi, et puis évidemment la politique que vous menez en Occitanie. Merci Alexandre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je m'excuse pour le retard, mais j'avais d'autres rendez-vous, parce que hier soir j'étais encore en Occitanie, et donc ce matin on est parti tôt d'Occitanie, mais on est arrivé, puis il y a eu pas mal de rendez-vous, donc je m'excuse pour mon retard. Je vais en effet vraiment orienter mon propos, parce que sur la question du programme du Nouveau Front Populaire, Éric vient de le présenter. Fatia, je pense que tu as parlé de tout ce travail sur l'Assemblée au niveau législatif. Bien sûr, Bourges, magnifique ville gagnante pour la culture. Puis on est bons joueurs, hein, voilà, donc voilà, mais bravo Yann, parce que bon, c'était un beau projet. Voilà, c'était un beau projet, puis on est fiers que ce soit toi, et avec toute la composante quand même de ton projet culturel qui est remarquable. Alors l'Occitanie, pour un peu présenter, parce que voilà, une politique, elle doit partir du réel et aller vers l'idéal, pour paraphraser Jaurès. C'est 6 millions d'habitants. C'est une région voilà, qui est dirigée par une majorité régionale de gauche. Nous avons 12 départements sur 13 qui sont de gauche, mais nous avons Perpignan, donc Béziers, Moissac, enfin, je ne peux pas tous pouvoir les épauler, mais beaucoup de villes qui sont détenues par l'extrême droite. Nous avons donc au deuxième tour de la législative, le total d'extrême droite, c'est 46%. Voilà. C'est 46%. Nous sommes la deuxième région la plus pauvre de France, après Hauts-de-France. Parmi les 5 départements les plus pauvres de France, 3 sont en Occitanie, et nous sommes une région très rurale, c'est-à-dire que nous avons 60% de la population, 60% de mes 6 millions d'habitants, qui sont dans une commune de moins de 10 000 habitants. Et si on prend les communes de moins de 2 000 habitants, il y a quand même 26% de la population qui sont dans des communes de moins de 2 000 habitants. Donc un revenu par habitant moyen très faible, avec des très fortes disparités. Pour faire court, vous prenez le centre-ville de Toulouse,
les ingénieurs Airbus, super salaire. Et vous avez les agriculteurs dans les corbières, qu'elles soient catalanes ou qu'elles soient occitanes. Voilà, un revenu par habitant très, 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 très faible, une très grande pauvreté. Et certains quartiers, par exemple à Nîmes, où il y a vraiment une indignité dans le logement et aussi dans la présence des services publics. Donc, il est nécessaire de redonner espoir à une population, de redonner la dignité à une population qui est pauvre, qui est très marquée par le sentiment de l'éloignement. On est loin de tout. Quand vous venez en Occitanie, vous le voyez, on n'a pas de LGV, enfin, ainsi de suite. Bon. Et donc, c'est le premier des investissements, éducation-culture. C'est ça, s'il faut renouer avec la promesse républicaine de l'émancipation par l'éducation et par la culture. Donc avec ma majorité régionale, donc depuis maintenant un peu plus de 8 ans, nous avons décidé d'augmenter 3 budgets malgré les baisses de dotation de l'État: l'éducation, la culture et l'agriculture. L'agriculture, voilà, je vous l'explique, parce que nous avons le revenu agricole le plus faible de France. Donc, augmentation des budgets, malgré la baisse des dotations, clairement, qui ont été permises, ces augmentations de budget, par la fusion des 2 régions et des économies de fonctionnement qu'on a fait par une taille plus grande. Et en effet, nous avons convenu qu'on devait absolument redonner confiance donc à la population dans l'école, au sens large du terme, et la culture. Ça permet d'ouvrir des horizons plus larges, de considérer que la différence est une richesse, comme c'était le cas l'autre soir à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris, où on voyait l'être humain dans toute sa diversité, mais la force que ça donnait, cette diversité, c'était vraiment magnifique. Et donc avec des mesures très concrètes, donc alliant pouvoir d'achat et éducation, et aussi sur la question de la culture. Alors, sur la question de l'éducation, nous avons décidé de faire en sorte que la rentrée scolaire pour les lycéens soit la moins chère possible. Donc, nous cumulons donc plusieurs dispositifs pour la rentrée scolaire, d'où les fameux 800 € d'économiser par enfant en Occitanie. Nous fournissons la région l'ordinateur, les livres, les équipements professionnels, très importants dans les lycées professionnels. En rentrant, j'ai entendu, je crois que c'était toi, Eric, qui en parlait. Donc c'est la région qui fournit, parce qu'on sait très bien que les mallettes, ça coûte encore plus cher, ça coûte même plus cher qu'un ordinateur, et les mallettes professionnelles, ainsi de suite. La gratuité des transports scolaires. Voilà, donc nous avons mis cela en place. Nous donnons également 20 € pour l'achat d'une licence sportive UNSS, parce que là, nous, la question de la pratique artistique, mais la pratique sportive aussi, c'est important. Et 20 € également dans une librairie indépendante pour pouvoir acheter des livres, parce que nous pensons aussi que voilà, c'est important d'avoir ce dispositif-là. Alors, ce n'est pas les mêmes budgets, hein, bien sûr, mais on a décidé de mener cela parce qu'on ne peut pas accepter qu'un enfant soit contraint par les revenus de ses parents. Quand nous avons été élus, il y a de ça 8 ans, nous avions des témoignages d'enseignants qui nous disaient mais en fait ils n'ont pas tous le même ordinateur, et donc pour pouvoir mettre le travail pédagogique, il y a une vraie inégalité dans les lycées professionnels. La première année, rencontrer des enseignants ou des parents dire la mallette elle sera complète après les étrennes de la famille pour le Père Noël, parce qu'il n'y a pas l'argent avant. Ça veut dire que le jeune, il passe 4 mois, il n'y a pas l'équipement en entier. Donc pour pouvoir vraiment assimiler l'ensemble des notions, c'est quand même assez complexe. Et mais ça, c'est clairement ce qui est plébiscité. Voilà, on est sur le terrain, les gens nous disent ouais, merci pour l'ordi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un facteur d'émancipation fort. Bien sûr, le Rassemblement national vote contre. Bien entendu, ils votent contre l'ordinateur gratuit, ils votent les 4 mesures que je vous ai dit, ils votent tout le temps contre. Voilà, et nous avons mis en place là maintenant
depuis bientôt 1 an, la gratuité ce qu'on appelle la gratuité d'usage pour les 12-26 ans. C'est-à-dire, pour ceux qui ont entre 12 et 26 ans, ils prennent 10 fois en moyenne dans le mois le car ou le train. Ils ont la gratuité du car et du train. Et donc là, bien entendu, aussi le Rassemblement national a dit mais non, on ferait mieux d'aider l'achat d'une voiture, ainsi de suite. Bon, ils disent ça et après quand on dit on va donner une prime, enfin, ce qu'on met en place pour acheter un véhicule électrique pour les classes modestes en milieu rural, ils votent contre. Bon, enfin, voilà, aucune cohérence. Bon, c'est la démagogie la plus complète. Il y a la question aussi de l'orientation. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme de déterminisme social. Donc Bourdieu a magnifiquement écrit sur la question du capital culturel et au moment du choix de l'orientation, voilà, la différence de capital culturel explose parce que ceux qui ont un réseau pour trouver le stage, ceux dont les parents savent bien expliquer ce que c'est que Normal Sup. Et moi, j'ai rencontré des parents qui confondaient Normal Sup avec les écoles normales. Voilà. En disant, mais pourquoi ils ne font pas Normal Sup? Et je me revois le papa me dire, mais pourquoi tu veux qu'ils deviennent qu'instituteurs? Alors, voilà, donc, mais non, mais c'est ça. Je veux dire, enfin, quand tu es ouvrier dans le bâtiment, quand tu es caissière à Intermarché, bon, voilà, que tu as découpé, que voilà, tu n'as pas d'argent, que tu es à 10 € près, que tu ne vis pas avec 1 400 € par mois, même en Lozère. Enfin, là, j'ai vu le président de la République hier en tant que président de toute région de France. Et à un moment, il me dit non, mais avec 1 400 €, tu vis en Lozère, où il me dit à Bagnères de Bigorre, puisqu'il est originaire de la vallée pyrénéenne à côté de la mienne. Mais Emmanuel, je dis, mais même à Bagnères de Bigorre, tu ne vis pas avec 1 400 €. Parce qu'à Bagnères de Bigorre, pour aller bosser, tu fais 30 bornes aller, 30 bornes retour. Tu as vu le coût du prix de l'essence. Et quand tu es caissière, tu as un coupé qui te fait 4 heures. Et pendant les 4 heures, tu n'as pas l'argent pour pouvoir rentrer chez toi avec ta bagnole. Et ça veut dire que pendant 4 heures, tu es bloqué dans ta voiture sur un parking à la con et que tu ne peux rien faire d'autre. Voilà, je dis c'est ça la réalité. Donc là, il faut qu'on se batte sur la question de l'orientation pour donner les clés de lecture, de compréhension. Et on a mis en place un gros dispositif de maison d'orientation mobile. Donc c'est comme un peu une sorte de caravane en fait qui se déplie. Et on va dans les fêtes de village, bon, bien sûr dans les lycées, mais on va dans des manifestations sportives. Enfin, on fait en sorte de populariser la question de l'orientation parce que bon, Parcoursup, on ne va pas développer ce que je pense certains ont dû dire, hein, qui est une machine à broyer les rêves. Et là, pareil, ceux qui ont le capital culturel savent contourner la question des algorithmes de Parcoursup. Donc là, nous, il y a une vraie inégalité sur la connaissance de la diversité des métiers, de la réalité des métiers. Et ensuite, de comment on fait pour accéder à ces métiers, du parcours de scolarité. C'est encore aujourd'hui, par exemple l'industrie, on est une grosse région industrielle sur l'aéronautique. Encore aujourd'hui, des familles et des jeunes ont l'impression que les avions, ils se fabriquent à la main, la pénibilité, ils se voient découper, si vous préférez, les plaques de métal. Bon, enfin, ils n'ont pas conscience que tout est numérisé, qu'il n'y a pas de pénibilité. Voilà. Donc, où ils ont aussi une vision de la viticulture ou de l'agriculture qui est complètement passéiste. Donc il faut vraiment développer toute cette question de l'information. Et après, l'information et l'orientation. Et on voit aussi un sujet qui est très préoccupant. En France et en Occitanie, l'écart est encore plus grand. Pour les bacheliers de même niveau qui ont des dossiers scolaires aussi bons, le niveau d'ambition n'est pas le même selon qu'un jeune vienne d'un milieu modeste ou d'un milieu éduqué. C'est-à-dire il manque d'ambition. Il n'ose pas. Et donc c'est pour ça qu'on met vraiment beaucoup de dispositifs sur la question de l'orientation et ensuite aussi sur l'enseignement supérieur. On donne des bourses pour les doctorants parce que souvent ils s'arrêtent quand ils y arrivent au bac+5 et on a beaucoup développé
les premières et deuxièmes années donc, de licence dans des petites villes, parce que la question de la proximité permet d'oser et d'aller vers des grandes études. Donc, une de nos grandes fiertés, c'est qu'il y a une première année de licence et une deuxième année de licence dans une petite ville de 5000 habitants qui s'appelle Le Vigan, qui est dans les Cévennes, qui est très, très éloignée. Et on a chaque année 30 jeunes qui y vont. Et ces jeunes-là, quand ils sont sollicités, maintenant ça fait, c'est la 4e année, la rentrée là, ça sera la 4e année, quand on leur dit est-ce que vous seriez allé à la fac à Montpellier ou à Nîmes, à 80%, ils répondent de non. Voilà. Parce qu'il y a la question de l'éloignement, le coût du loyer, puis parfois de ne pas vouloir aller dans une grande ville. Et puis la question de la culture, alors là je parle sous les regards et sous les oreilles attentives de mes 2 vice-présidents, Kamel Chibli, vice-président à l'éducation, l'orientation et au sport, et Claire. Alors, j'allais encore dire ma vice-présidente à la culture, mais non, maintenant elle est députée européenne, elle a depuis quelques jours. Bon, c'est ravi, bravo, ouais, Claire. Et donc avec Claire, nous avons développé la culture pour tous, partout, et cela donc, c'est-à-dire en ayant un soutien à la création, à la diffusion des représentations dans tous les territoires, donc avec une attention toute particulière pour les territoires ruraux, pour les quartiers, pour faire recours politique de la ville, où on majore les subventions, comme on majore les subventions sur les petits clubs sportifs, là, avec Kamel, dans des territoires pour justement favoriser la cohésion sociale, soit par la culture, soit par le sport. Et puis, en ayant également un travail partenarial sur la question de la tarification sur les équipements culturels, c'est-à-dire qu'on conditionne nos subventions à la question de la tarification de l'entrée, voilà, en particulier par exemple, dans les musées ou dans des grands lieux culturels. Voilà, donc c'est une ambition. Voilà, on a vraiment une réalité de terrain. Clairement, l'action, je pense, sur les politiques éducatives que nous menons, alors qui sont, tu l'as dit, Alexandre, en dehors de nos champs obligatoires. C'est un volontarisme politique qui... Alors, pour vous dire, le budget de tout ce qui est éducation, jeunesse et sport, donc le budget de Kamel Chibli, c'est 1 milliard d'euros sur 3,7 milliards. Voilà, donc voilà, il est lourd, hein, budgétairement. Voilà. voilà, tout le monde l'a vu. Voilà. Et puis voilà, sur la culture, nous investissons voilà, aussi. Sur la question de la culture, c'est pour vous dire, là, c'est assez complexe parce que souvent l'État intervient beaucoup dans la culture, et depuis clairement depuis 7 ans, ils sont vraiment sur des politiques de plus en plus élitistes et sur des structures nationales qui sont quand même très objectivement très concentrées sur des grandes villes. Et donc pour arriver à faire de la diffusion dans des territoires ruraux et de montagne, parce que souvent on est les 2 principaux financeurs, l'État et la région, c'est assez complexe, et voilà, là aussi Claire il travaille beaucoup sur ces sujets. Voilà, donc voilà, nous sommes convaincus que c'est par l'éducation et la culture qu'on peut reprendre confiance dans l'autre, et que les idées d'extrême droite peuvent régresser, parce que ce que nous avons réussi à faire, ma majorité régionale, lors de la première élection, il y a de ça 8 ans, l'extrême droite était à 34%. Lors de notre renouvellement, donc il y a de ça 3 ans, l'extrême droite a été à 24%. Donc il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il faut un volontarisme politique. Il faut des moyens. Il faut expliquer. Il faut se mettre à la hauteur des gens. Il faut des politiques de gauche, voilà, qui soient très très engagées. Et il faut qu'il y ait voilà, une action déterminée, ferme, et aucune complaisance avec les idées d'extrême droite, ni bien sûr avec le communautarisme. Voilà. Merci beaucoup Carole.
On voit que pour toucher tous les publics, il faut avoir une action extrêmement protéiforme. Je reviens maintenant à Emma. Bon, la question de la culture, c'est consubstantiel à l'identité de l'Union. D'ailleurs, elle est connue à travers le continent par des grands programmes comme Erasmus, mais aussi en Europe, évidemment. On l'a vu dans les dernières élections, l'extrême droite est en train de s'implanter, de s'imposer. Et donc, comment vous appréhendez ce mandat? Comment vous voyez les choses au Parlement européen pour réussir à porter des ambitions culturelles? Merci Alexandre, merci à toutes et à tous pour votre présence. Et puis, je me permets de saluer Jean-Marc Germain et Claire Fita, qui sont également élus dans le groupe, dans la délégation socialiste au Parlement européen avec moi. C'est vrai qu'on a fait campagne en parlant quand même beaucoup de culture. Nous, les socialistes, avec Raphaël Glucksmann, on a parlé de cette bataille culturelle qu'on avait envie de mener en parlant de nos propositions sur la culture. Tu parlais d'Erasmus, plus de tout ce qui, on va dire, est emblématique de l'Union européenne. Je pense que c'est en effet sans doute le dispositif d'une politique publique européenne, avec sans doute les capitales européennes de la culture, mais qui sont les plus emblématiques de l'action de l'Union européenne. En tout cas, beaucoup de gens connaissent le mot, sans forcément d'ailleurs y avoir accès, et c'est peut-être là que le bas blesse. Pendant toute cette campagne des élections européennes, c'est vrai qu'on a souhaité parler de bataille culturelle, on a souhaité parler de culture, parce qu'on sentait bien que c'était là un des endroits où était finalement un des nœuds qui nous opposait à l'extrême droite en France, mais aussi dans toute l'Europe. Quand on est arrivé avec les autres camarades eurodéputés au Parlement européen, on a tout de suite été confrontés à des camarades qui venaient d'autres pays et qui nous racontaient leur expérience. J'ai la chance d'être dans la commission culture, et c'est vrai que quand on parle avec des collègues polonais, hongrois, qui nous parlent de leur vécu et de leur rapport à la lutte contre l'extrême droite au quotidien dans leur mandat, c'est des choses extrêmement concrètes qui appellent, en tout cas de notre part, une grande vigilance et un grand travail pour à la fois protéger des acquis, mais aussi pour construire de nouvelles choses. Quand on est attaché, et tout à l'heure tu parlais de cette question de l'automaticité de la censure venant de l'extrême droite pour la culture. C'est effectivement dans leur posture d'opposition qu'ils sont comme ça dans nos hémicycles en France, mais en Europe, quand ils ont des responsabilités, c'est également parfois la possibilité pour eux, ça a été fait en Hongrie avec Viktor Orban, d'aller attaquer la liberté de création des artistes, d'aller attaquer évidemment les journalistes, d'aller attaquer finalement tous ceux qui pour nous sont constitutifs d'une liberté d'expression et donc de création qui est extrêmement importante et donc à protéger. Quand on parle avec les camarades socialistes d'une de nos propositions importantes des élections européennes, qui était l'exception culturelle européenne. Vouloir défendre quelque chose qu'on a réussi à créer en France, qui est toujours à protéger, mais qu'on veut étendre à l'échelle européenne. Ça veut dire finalement protéger ces secteurs qui pour nous sont des secteurs essentiels, comme le disait Yann tout à l'heure. Dire que c'est essentiel, c'est dire que l'échelon européen doit protéger aujourd'hui la culture, aussi l'industrie culturelle par moment, protéger les artistes, parce que si on ne le fait pas, on sait que d'autres s'y attaquent. Et ce n'est pas juste qu'ils s'y attaqueront demain quand ils seront majoritaires ou plus forts, ils s'y attaquent déjà. Quand dans nos commissions respectives, dans la commission culture par exemple, l'extrême droite prend déjà, alors que nous n'avons eu qu'une ou deux réunions, systématiquement la parole pour demander par exemple à ce que c'était une proposition d'ailleurs d'une eurodéputée du Rassemblement national française, que chaque eurodéputé ne puisse parler dans la commission culture que d'œuvres culturelles étant, et je reprends ce thème, natives à son pays d'élection. Ce sont des vraies propositions qui ont été émises par des députés Rassemblement national en France, au Parlement européen, mais par des Français et d'extrême droite. Mais quand on voit surtout le rapport ensuite de la droite à ces propositions, c'est-à-dire parfois, il faut le dire, un petit doute. Alors ils se disent bien que c'est pas tout à fait bien, et qu'en fait c'est pas tout à fait quand même dans la lignée de ce qu'ils ont toujours défendu et de ce qu'ils ont envie de défendre. Mais qu'ils se posent quand même la question parce qu'on observe un glissement de l'ensemble de l'hémicycle du Parlement européen vers la droite et parfois vers l'extrême droite,
en tout cas dans les commissions dans lesquelles je suis membre. Et on voit que du coup le rôle de la gauche est extrêmement important et essentiel et qu'il faut qu'on soit très clair sur ces sujets-là. Et c'est pas uniquement défendre la culture, défendre... C'est intéressant, depuis le début on parle évidemment de culture et d'éducation et on lit très régulièrement les sujets, mais que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, c'est vrai que les deux sujets sont liés dans les commissions. Erasmus, défendre Erasmus, ce n'est pas uniquement défendre l'acquis d'Erasmus aujourd'hui, qui est effectivement une très belle politique publique, qui a fait beaucoup de choses, qui est un budget conséquent de l'Union européenne, mais c'est aussi dire qu'aujourd'hui, ça doit aller bien plus loin. Parce que quand l'extrême droite parle d'Erasmus+, il l'utilise comme finalement symbole absolu d'un droit des élites à la mobilité, là où d'autres n'y ont pas accès. Alors qu'on sait qu'Erasmus a évolué ces dernières années, qu'il s'est étendu, qu'il parle d'apprentissage, qu'il parle sport, qu'il parle plein d'autres dimensions, qu'il a d'autres dimensions. Mais force est quand même de constater que dans la campagne des élections européennes qu'on a faite, et on est ici quelques-uns à avoir sillonné le territoire, quand on allait à la rencontre de missions locales, d'agences Europe Direct, qui vont s'occuper de faire du lien dans les territoires pour encourager les jeunes à avoir des mobilités européennes, que ce soit par les services civiques européens, pour parler de manière schématique, ou qu'on parle d'Erasmus+. Beaucoup nous disaient « Oui, mais c'est compliqué. On n'arrive toujours pas à passer, on va dire, le cap du syndrome de l'imposteur, parce qu'on a réussi, et tu disais ça par rapport à l'ambition à l'instant, Carole. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ce sont des programmes qui sont plutôt très bien dotés financièrement. Le sujet n'est plus forcément uniquement une question financière pour l'accès à ce type de programme de mobilité. Beaucoup d'aides au logement existent, beaucoup d'aides également et de prise en charge des frais d'inscription à l'étranger. On a même vers certains pays européens une prise en charge quasi totale de la nourriture, du logement, de beaucoup de choses, des mobilités sur place. Pour autant, on n'arrive pas à passer encore la barrière et la frontière. On va dire, on n'arrive pas encore à complètement casser le syndrome de l'imposteur. Et je pense que ça va devoir faire partie du travail important qu'on va mener au sein de la Commission Culture et Éducation au Parlement européen, en lien avec les collectivités territoriales en France, mais dans d'autres régions d'Europe également. C'est comment faire en sorte que tous ces programmes-là qui existent et qui nous rendent fiers puissent être déployés de manière réellement efficace et au plus proche des citoyennes et des citoyens. Parce que si on ne le fait pas comme ça, l'extrême droite réussit à faire de très belles réussites, qui évidemment sont encore à parfaire, mais arrive à les transformer en fantasmes qui encouragent le recroquevillement qu'ils encouragent. Je vais vous donner un autre exemple et terminer ici. Je pense qu'il n'y a pas de sujet qu'on est illégitime à porter en tant que socialiste et en tant que parlementaire de gauche, pour parler plus largement. Évidemment, un des sujets importants pour nous quand on parle culture en tant que Français, c'est le sujet de la francophonie. Porter la francophonie, porter la langue française dans la culture, dans la création, l'encourager, porter aussi la production audiovisuelle. J'en discutais avec Claire pendant l'été et avec Carole, parce que j'avais vu passer une information qui disait que la région Occitanie espérait devenir une des premières régions de production audiovisuelle d'ici 2028, je crois, en Europe. C'est incroyable, pourquoi on n'en parle pas plus, c'est un peu quand même fou. Et c'est des choses qui, à mon avis, à l'échelle européenne et dans cette commission, on va devoir porter avec beaucoup de force. Parler de francophonie, parler de tout ça, parce que si on ne le fait pas, la réalité, c'est que c'est l'extrême droite qui en parle. Alors que parler de la culture française, parler de la culture francophone, de nos poètes, de nos auteurs, parler de comment est-ce qu'on a envie que tout ça se retrouve dans les bibliothèques et dans les programmes scolaires partout en Europe, comme nos collègues qui parlent plutôt l'allemand, qui sont germanistes, ont eux envie qu'on découvre des auteurs autrichiens ou allemands dans les programmes français. Je pense que c'est une beauté culturelle qu'il faut qu'on arrive à diffuser, et en s'appropriant ces sujets, en s'en emparant avec beaucoup plus de force, je pense qu'on arrivera à combattre l'extrême droite qui bâtit sa bataille culturelle sur le recroquevillement, mais aussi beaucoup de fantasmes. Merci beaucoup, Emma. Emmanuel, bon,
Paris par rapport à l'Occitanie, aussi vrai que l'Occitanie est rurale, Paris est urbaine, c'est de la palissade de le dire. Et au sein de l'exception culturelle, il y a eu une vitrine ou une exception culturelle, c'est Paris. Et donc moi j'aimerais un peu t'interroger pour voir comment tu vois le rapport entre Paris et ce qu'on disait affreusement avant, le désert français, qui n'est évidemment plus une réalité, mais comment tu vois le rapport d'un point de vue culturel et d'éducation entre la Tour Eiffel et le reste du pays. Voilà. Carole me rappelait que je vais souvent m'inspirer, me ressourcer en Occitanie, dans plusieurs endroits d'ailleurs. Dans l'Hérault d'abord, où il y a ma maman, parce que le plus important c'est les mamans, et ensuite dans le centre cosmogonique du monde, qui n'est pas la gare de Perpignan, contrairement à ce que pensait Dali, mais le Comminges. D'abord, non, le Paris et le désert français, ce n'est pas une réalité. Yann en a témoigné rapidement, mais je vais le redire, nous avons un tissu d'une exceptionnelle qualité et de densité culturelle. Mais, et je vais revenir sur quelques éléments, mais nous avons des villes extrêmement dynamiques sur le plan culturel en France. Tu en as cité beaucoup, on peut citer Clermont-Ferrand, Lille, Lens. Là, tu commences un exercice difficile d'égrainage, j'en oublie, espérant n'en oublier aucun dans la salle, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais par contre, c'est vrai que nous avons une offre en périurbain, ruralité, qui commence à poser question. C'est d'ailleurs une illustration qu'on a sur les taux d'usage et typologie d'usage du pass culture. C'est absurde, mais au départ, il n'a pas été pensé que les frais de transport devaient pouvoir être partiellement pris en charge par pass culture. Vous pouvez offrir ce que vous voulez en dizaines d'euros à un gamin qui habite à la campagne, au fin fond de la campagne. S'il n'a pas un financement de ses transports, il a forcément une difficulté d'accès bien plus grande. Et c'est un adolescent collégien et lycéen dans un village de 200 habitants à Saint-Fort-sur-Gironde, en Charente-Maritime, qui vous le dit. Il y avait un club de sport, c'était le foot, et il n'y avait rien d'autre. Et pour trouver quelque chose, il fallait aller à au moins 35 km, au moins pour trouver la moindre association musicale. Et le moindre théâtre, c'était 80 km, sauf l'été, parce que l'été, heureusement, bien des zones ont des activités plus denses, c'est-à-dire La Rochelle. Tout le sud de la Charente-Maritime et tout l'est de la Charente-Maritime, c'était très très dur. Et quand bien même il y a des pôles touristiques et culturels majeurs, j'en oublierai, mais Cognac, Saintes, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous devons travailler sur la question de la répartition de l'effort territorial et de l'investissement territorial. Et dans les mécanismes ségrégationnistes, il ne faut pas non plus oublier ce qui existe aussi en milieu urbain, qui est, même si le théâtre, le cinéma, la bibliothèque, etc., il est qu'à 2 stations de métro, ou parfois pas beaucoup plus. C'est pas pour ça qu'on y va, c'est pas pour ça que spontanément on pense à y aller, c'est pas pour ça. Évidemment, les collectivités territoriales ont un rôle majeur de décloisonnement et de déségrégation là-dessus. Et honnêtement, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais les politiques publiques des collectivités territoriales sont vraiment très, très puissantes. Et à mon avis, soulève plusieurs sujets. C'est d'abord la coordination des politiques d'éducation artistique et je dirais même d'éducation populaire au sens large, dans lesquels des lieux de sérendipité et de proximité extrêmement utiles se déploient dans les associations de quartier, dans les conseils de quartier, etc. Vous connaissez ça. Évidemment, dans ces nouveaux équipements hybrides et à Paris, nous avons, j'estime, en la matière une expertise, pas les seuls évidemment, mais une expertise à partager dans lequel à la fois Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ont conçu des nouveaux outils qui sont des lieux de convergence dans lesquels on fait travailler art et sciences, dans lequel on fait travailler informatique et création, dans lequel on fait travailler éducation populaire et initiation artistique, dans lequel notamment il y a un lien très fort avec le périscolaire, ce qui m'emmènera au sujet fondamental qui est celui de l'éducation dans un deuxième temps. Pour ne pas être trop long et pas répéter tout ce qui a été dit, je voudrais mettre quelques idées au débat pour la suite de nos échanges. Comment on fait pour lutter contre l'extrême droite et est-ce que la culture est un levier et l'éducation le sont? Évidemment, la réponse est oui, mais quels sont les chantiers majeurs sur lesquels nous allons devoir travailler prochainement, ou je pense intéressant de travailler? Le premier, comme ça marche, c'est de renforcer considérablement les moyens et le champ d'action des collectivités territoriales. D'abord parce que, et que ce soit les 3 blocs d'ailleurs, régional, départemental et communal, parce que de par la connaissance qu'ils ont des acteurs de proximité, de par
peut-être la stimulation positive qu'ils engagent sur les DRAC, sur les grands établissements publics nationaux, culturels, et le fait de les rappeler à leur devoir d'ouverture, etc. Il faut renforcer et le budget et les moyens des collectivités territoriales. Par exemple, je le dis, je l'assume, je me préoccuperais beaucoup plus de renforcer le budget des collectivités territoriales que d'abord de renforcer le budget de l'État sur le sujet de la culture. Je vais redire pourquoi dans un instant. Deuxième grand chantier, là aussi, il faudrait en parler longtemps, mais c'est décloisonner l'éducation nationale et la culture, ou imposer un travail beaucoup plus étroit entre l'administration de l'éducation nationale et l'administration du ministère de la Culture, que ce soit à travers évidemment les programmes scolaires et les ouvertures. Et beaucoup de choses sont faites, hein. Je ne vais pas donner de leçons, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, pour donner beaucoup plus d'agilité à des mécanismes de financement qui me paraissent encore beaucoup trop cloisonnés, non pas pour être efficaces, parce qu'ils le sont, mais en tout cas pour ne pas arriver à franchir un cap dans les phénomènes, contre les phénomènes ségrégationnistes. Troisième sujet qui me paraît fondamental, c'est la question de la stimulation. Et là, encore une fois, je ne veux pas donner le sentiment de critiquer les établissements publics nationaux, enfin les établissements culturels d'État, mais c'est les fameux opérateurs de la santé, le programme 131 budgétaire, hein, c'est grosso modo la culture, c'est dans le budget de l'État, c'est sous le contrôle de ces 4,4 milliards d'euros, dont la plus grande partie, et contrairement à ce qu'on pense, mais c'est vraiment le patrimoine, hein, c'est 1,1 milliard, 1 milliard pour la création. Et il y a des établissements nationaux qui ont fait leur révolution d'ouverture. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ouverture? C'est d'abord de se projeter en proximité auprès des publics, y compris en allant chercher les publics qui naturellement ne viennent pas. Et ça, de le faire en passant des partenariats avec les associations, avec les lieux de médiation culturelle que sont les services publics de la culture, les bibliothèques, etc. De le faire avec les écoles. Et beaucoup ont des programmes extrêmement inspirants. Celui, moi, pour lequel j'ai une admiration immense, c'est pas le seul, mais c'est évidemment les programmes de projection hors les murs de la Philharmonie. Pour moi, l'une des plus belles réalisations culturelles de ces 20 dernières années. Et il faut obliger également les grands établissements, ça a été amorcé, à faire de la projection hors les murs, dans les territoires. Alors, nous l'avons fait de façon assez spectaculaire. Quand je dis, je n'ai pas du tout fait ça, c'est pas, je ne m'en occupais pas, mais il y a eu des réalisations un peu spectaculaires quand vous créez le Louvre-Lens ou Pompidou-Metz. Et il faut continuer à le faire dans d'autres territoires dans lesquels, quand on fait une cartographie, eh bien, il y a des endroits où il y a quand même grands vides. Mais pas seulement, peut-être aussi dans des formats plus souples, plus légers, parce qu'on ne va pas pouvoir construire des mini-Louvres partout. Ce serait démagogique de ma part de les laisser à penser. Et le dernier sujet, parce que je pense qu'on ne peut pas faire une table ronde sur ce sujet sans l'évoquer compte tenu de son urgence démocratique. Et je sais que je vais parler ici, je l'imagine, qu'à des convaincus. C'est la question des médias. La question, puisque je le dis parce qu'il relève de notre champ de compétences à l'Assemblée nationale et avec les collègues qui y travaillent au Sénat, nous avons assisté, non pas à un phénomène nouveau, on ne va pas les faire les naïfs, mais qui a connu une accélération spectaculaire et insupportable, qui est évidemment l'idée que des puissances d'argent se mettent au service de la transformation de l'opinion, de la fabrique de l'opinion, et en l'occurrence pour servir les intérêts de l'extrême droite. La gauche a toujours eu une relation complexe au phénomène de concentration des médias qui est liée à l'idée que les puissances d'argent influent sur les médias au service de leurs propres intérêts. C'est, on va dire, une lecture économique du fonctionnement des médias. Nous avons assisté, et là aussi je dis que ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, des grands industriels qui finançaient de la presse d'extrême droite, ce n'est pas nouveau. Mais dans une organisation tellement assumée, tellement systématisée, qui à mon sens se traduit au moins par une anecdote. Le groupe Bolloré, et je cite Vincent Bolloré en la matière nommément, puisqu'on comprend que c'est son hobby, se fait supprimer une fréquence TNT. C'est la plus lourde des décisions sur ces sujets-là de ces dernières années. David y a travaillé pendant des années. C'est la plus lourde décision. Qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Cyril Hanouna, sur cette fameuse émission qui a été créée après l'annonce de la dissolution comme un créneau d'influence, un créneau de manipulation d'opinion, Cyril Hanouna, après la suppression, ce qui montre qu'ils en ont rien à faire, recrute comme chroniqueuse, vous avez dû voir ça, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Ces gens ne reculent devant rien, pas même contre les sanctions,
pas même contre la menace que nous puissions, nous législateurs, nous en saisir. Donc je vous le dis, et j'espère qu'on y travaillera collectivement dans les semaines et mois qui viennent, à gauche et pas que à gauche, parce que je pense que ça ne préoccupe pas que à gauche, sur ce sujet. En démocratie, l'une des questions essentielles de la fabrique de la citoyenneté, de l'éducation, a fortiori quand nos enfants, quand la jeunesse est confrontée de façon si systématique à la profusion d'informations que tu citais tout à l'heure, la question de l'indépendance des médias, la question de la protection de la pluralité des opinions, la question de la lutte contre les manipulations d'opinion, en particulier par des puissances d'argent au service d'idéologies particulières, quelles qu'elles soient en général, mais évidemment en particulier d'extrême droite, est à mon avis un sujet tout aussi urgent que le budget de la nation. Merci beaucoup Emmanuel. Je ne sais pas si vous voulez réagir les uns et les autres sur certains propos, ou sinon on passe à un moment d'échange et de discussion, si ça vous va. Donc n'hésitez pas. Donc je vois une première. Je pense que, est-ce que peut-être en se levant ça suffit, ou vous voulez le micro? On peut essayer. Bonjour. Je suis pas tout à fait au centre du monde puisque je suis à Montesquieu-Volvestre. Pas loin. C'est pour parler un petit peu de la relation entre les structures culturelles et les collectivités locales. Nous avons créé un milieu rural, à 4 km de Montesquieu-Volvestre, pour ceux qui connaissent, une structure qui accueille en résidence des artistes d'art contemporain venus d'Afrique. Et nous avons un autre programme, c'est montrer l'Afrique vue par les photographes africains. On n'a pas besoin, on arrive à fonctionner dans un système économique qui fait que notre coopérative fonctionne. Mais ce qu'on cherche, c'est un partenariat, et c'est très compliqué. J'ai été rencontrer la région, chaque fois on me parle subventions, mais je n'arrive pas à dire est-ce qu'on peut travailler sur autre chose que des subventions, si on peut travailler sur des partenariats. J'ai fait pareil avec le conseil départemental, c'est la même chose, c'est la même réponse. On ne sait répondre qu'en termes de on va vous donner de l'argent. On n'a pas obligatoirement besoin de l'argent, on a besoin d'un soutien politique. Quand on crée un lieu comme ça, on a besoin d'un soutien politique. On a besoin que vous soyez là. On a mis 6 ans pour qu'une des adjointes de Carole se déplace, enfin 3 km, puisqu'elle habite à 3 ou 5 km, pour venir voir le lieu. Pour nous, c'est dur. On a eu très peur. On a eu, vraiment, quand on a cru que le Rassemblement national était là, on a besoin de vous, pas seulement en termes de subventions. On a besoin de vous pour que vous nous aidiez à amener le public. Notre public, nos voisins, ils viennent. Alors, on n'est pas le Louvre. On a 800 visiteurs par an, mais c'est nos voisins. C'est les agriculteurs d'à côté. C'est l'agriculteur qui arrive en bleu de travail avec ses bottes et qui nous dit « Excusez-moi, j'étais sur mon tracteur et tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'exposition allait se terminer et que je ne l'aurais pas vue. » Ça, c'est notre bonheur. Comment vous pouvez nous aider, vous, autrement que par des subventions? Les subventions, on verra. Vous savez faire. Mais en termes de partenariat, comment on peut travailler mieux ensemble? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas? Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Soraya, je suis une nouvelle adhérente de la Fédération de Melun, en Seine-et-Marne. Merci. Alors, moi je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'avait dit Madame Delga. Vous avez parlé d'ambition, il n'y a pas assez d'ambition peut-être dans certains milieux considérés comme défavorisés. Oui et non, j'ai envie de dire. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont toujours beaucoup poussée personnellement. Et moi, le manque d'ambition, on a voulu me le contraindre dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que quand moi, j'ai dit à la conseillère d'orientation de m'aider à m'orienter pour être magistrat,
sa réponse a été: vous voulez pas plutôt faire un BTS tourisme parce que c'est quand même dur les études pour être magistrat. Voilà. Donc, et je vous dis, bon, heureusement que j'avais des parents qui m'ont beaucoup poussée et c'est grâce à eux que j'ai gardé mes ambitions intactes. Bon, j'ai pas été magistrat, j'ai finalement été responsable juridique dans un fonds d'investissement, mais bon, je travaillais sur l'Afrique, il y avait de l'impact, donc ça restait quand même enrichissant. Donc voilà, il y a aussi peut-être se poser la question dans l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et vraiment inciter un petit peu plus les gens qui sont au contact des élèves pour les pousser vers les voies d'excellence et mieux les informer aussi. Parce qu'il faut aussi que le personnel éducatif montre qu'il croit aux jeunes et pas juste à chaque fois les pousser vers des voies de garage. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont été poussés vers des voies de garage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont eu l'âge de quitter l'école, ils sont engagés dans l'armée parce qu'ils ne trouvaient pas de solution, parce qu'on les avait enfermés dès le collège dans des voies dans lesquelles ils ne pouvaient plus sortir. Donc ça, c'était une première parenthèse. Et puis l'autre chose, alors, je vous remercie de tout ce que vous avez dit, c'était technique, il y avait des expériences très enrichissantes et vraiment des projets qui nous donnent matière à réfléchir et de l'espoir. Mais il y a une chose dont je n'ai pas entendu parler, c'est l'avènement de l'IA, qui est en train de changer déjà notre façon de travailler, qui a touché le monde artistique. Et ça a été, il y a une prise de conscience à Hollywood. Donc qu'est-ce qu'on en fait en France aussi de cette prise de conscience? Et aussi, ça change notre façon de travailler, mais ça doit aussi changer la façon d'enseigner. Et ça doit aussi changer même ce qu'on va enseigner dans l'éducation nationale. Et il y a vraiment un effort énorme qu'on doit faire, je pense, au sein de l'éducation nationale pour préparer les jeunes et les générations futures à l'avènement de l'IA qui va être un outil dont on peut se dire qu'il va détruire des emplois, mais aussi ça peut être une perspective intéressante pour créer de la productivité tout en déchargeant beaucoup l'effort sur l'individu. Et il faudrait aussi réfléchir à comment capter la richesse générée par l'IA pour mieux la redistribuer dans la société. Voilà un petit peu mes réflexions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas. Ah pardon. Excusez-moi. Bonjour à tous. J'ai une question très très brève. Il s'avère qu'en France, en 2023 et en 2024, le plus grand distributeur de livres pour enfants, c'est McDonald's. Il distribue 1 million de livres pour enfants par an. Quand vous prenez un Happy Meal, vous pouvez choisir un livre. Aujourd'hui, on ne vit pas ça comme une sorte d'impérialisme culturel ou une volonté d'un grand groupe américain de peser sur la culture des enfants, parce que les livres sont assez neutres. Si demain ça change, qu'est-ce que nous, collectivement, on peut faire pour éviter cela? Et est-ce que ce n'est pas finalement un petit signe annonciateur d'une guerre culturelle qui est effectivement chez CNews, mais qui est en train de redescendre la pyramide des âges vers les tout-petits? J'en prends encore une et puis après, vous répondez. Donc bonjour, merci beaucoup. Je suis lycéenne et je trouve ça très bien de donc revaloriser le capital scolaire au lycée, etc. Mais comment pouvons-nous le revaloriser sans avoir le temps de le faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre système scolaire, on fait du 8h, 18h. On rentre chez nous avec une charge de travail importante. Mais bien sûr, il faut se coucher à 21h pour notre bien-être. Donc, est-ce que c'est possible d'envisager un système scolaire, par exemple, à l'espagnol, ou est-ce que c'est trop compliqué? Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour. Alors du coup, moi j'avais une question, déjà enchanté. Alors ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'éventuellement le système au niveau de l'éducation nationale prévoit pour les étudiants qui sont issus du cycle, pour vous expliquer un petit peu, je sais qu'il y a un cycle universitaire, donc d'autre part on a des étudiants en fait qui passent par le système purement par les écoles, qui font donc un système de la première année jusqu'à la 5e année et finissent sur un master. Et généralement, en fait, ces étudiants sont confrontés à des difficultés
pour ce qui est de basculer et faire de la recherche. Parce que généralement, les universités ne prennent pas les étudiants qui passent par ce système-là, qui veulent faire éventuellement de la recherche. Ils sont confrontés à des difficultés, notamment dans la recherche d'un directeur de thèse, parce qu'ils proviennent d'une école et non d'un système universitaire. Du coup, est-ce qu'à ce niveau-là, l'éducation nationale prévoit quelque chose pour la reconnaissance, du moins faciliter ce basculement, pour favoriser, permettre donc à ces étudiants de faire de la recherche pour ceux qui le veulent, parce qu'on parlait justement d'excellence, et ça rejoint justement ce cas-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je laisse peut-être répondre qui veut sur ces différents sujets. Éric. Oui, surtout qu'après je dois m'absenter, donc je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Je voudrais juste dire deux, trois choses rapidement. La première chose, ça a été dit par Emmanuel Grégoire tout à l'heure, mais ça me semble extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas imaginer dans ce pays appliquer une politique de gauche si on ne règle pas la question de ce qui est en train de se passer vis-à-vis des médias, et particulièrement des médias audiovisuels. Voilà. Parce qu'on pourra dire tout ce qu'on nous voudrons, quand le seul lien social extérieur, le seul approvisionnement d'informations dans de multiples régions de France, et je pense notamment à tout ce qui est village, petite commune, où le lien social, moi je vois en Seine-Saint-Denis, les associations, les collectifs, etc., il y a des liens importants qui permettent quand même d'avoir des contacts avec l'extérieur. On sait que les gens peuvent être isolés rapidement dans bien d'autres endroits où en plus les services publics ont régressé, quand il n'y a plus que la télé qui rentre chez eux et qui leur bourre le crâne à longueur de journée, la question de l'extrême droitisation de la pensée idéologique par les médias est absolument déterminante. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas ne rien faire sur la question de concentration de médias, en plus aux mains de gens d'extrême droite. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur McDonald's, j'attire quand même l'attention sur le fait que Bolloré a aussi des maisons d'édition qui font des bouquins pour l'éducation, notamment Hachette, etc. Pour l'instant encore, c'est relativement modéré, mais là aussi, ça peut vite participer à une politique de bourrage de crâne d'extrême droite. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose à dire. La deuxième chose, c'est que, là encore, tout à l'heure, je donnais des questions de moyens, mais si on veut faire une véritable politique de la culture, il faudrait peut-être faire en sorte que on ait un budget de la culture, de budget public, qui soit à la hauteur des ambitions. Et de ce point de vue-là, moi, je suis satisfait que le programme Nouveau Front Populaire mette à 1%, ce fameux 1% qui est dans tous les programmes de gauche, mais malheureusement pas encore appliqué, le fait de dédier des financements publics à la culture, et qui là aussi ne peuvent pas, parce que c'est le problème aujourd'hui du ministère de la Culture, où une grande partie de son financement passe par le pass culture, qui par bien des aspects est un effet d'aubaine pour des choses qui n'ont pas forcément besoin, j'allais dire, de l'aide publique pour permettre d'accéder à la lecture et autres. Donc moi je crois qu'il y a une vraie question, et qui dit culture dit aussi que les gens qui... les artistes puissent en vivre, donc ça veut dire renforcer le statut d'intermittent, ça veut dire très certainement réfléchir à un statut d'artiste-auteur, toutes choses qui sont aussi dans notre programme. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la question de la culture, mais j'insiste vraiment sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Ça me semble, dans des mesures d'urgence que devrait prendre un gouvernement Nouveau Front Populaire, la question d'en finir avec ce qui est en train de se passer vis-à-vis des médias, où on arrive presque à trouver qu'LCI est un média progressiste quand on regarde BFM et CNews. Et absolument, BFM, avec quand même juste une petite annotation, quand même, c'est que ça a aidé à acheter BFM grâce à la niche fiscale qui est celle de la taxation des transports, qui est une niche fiscale absolument aberrante. C'est comme ça qu'il peut acheter BFM. Donc on voit bien à service de qui après il le met. Donc je pense que c'est une question absolument essentielle pour lutter contre le néolibéralisme et l'extrême droite. Merci. Merci. Carole. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Alors, juste sur la question du régime à l'espagnol, sur le temps, mais de quelle région? Parce qu'en Espagne, le temps scolaire n'est pas le même selon les régions. C'est quel modèle à l'espagnol? Oui, parce qu'il y a des régions qui sont sur 4 jours et demi. C'est celui-là dont tu parles?
Ah oui, donc le temps scolaire finit à 15h et après il y a du temps. Oui, d'accord. Ok, oui, non, parce que comme il y a les régions espagnoles sont beaucoup plus autonomes que les régions françaises, et donc le système éducatif a un tronc, des dispositions communes, mais après chaque région a une possibilité d'évolution qui est plus ou moins forte selon les régions. Je pense en effet que cette question du temps scolaire, c'est fondamental. Et moi, clairement, je suis pour la semaine de 4 jours et demi. Je suis pour la semaine de 4 jours et demi, financée par le budget national, parce que c'est une question d'égalité. Les questions de l'éducation nationale, de la santé, de la sécurité, pour moi, sont des missions régaliennes, donc ça doit rester compétence et donc financement de l'État. Mais moi, je crois à l'absolue nécessité d'avoir une semaine de 4 jours et demi, parce que nous avons les journées les plus denses d'Europe au niveau de l'école. Et quand je dis l'école, c'est aussi bien l'école primaire que collège que lycée. Et il faut avoir plus de temps pour qu'il y ait les apprentissages des notions fondamentales et après l'ouverture au monde, parce que justement pour combler les différences du capital culturel, que ce soit la pratique artistique, pratique sportive, que ce soit la question des langues. Sur les programmes éducatifs en France, on a un vrai retard sur la question de l'apprentissage des langues étrangères, que ce soit aussi sur la découverte des métiers. Là, c'est le corollaire avec la lutte contre le déterminisme social par rapport à l'orientation. Et il faut commencer tôt pour cela, parce que les acteurs touristiques, la région Occitanie est une des premières régions les plus touristiques de France, donc ça un poids économique très fort. Alors, ils me disent non, pas 4 jours et demi parce que le week-end va être tronqué, ainsi de suite. Voilà, donc, non, mais j'étais un pays qui ne met pas comme priorité absolue l'éducation nationale et les conditions les plus favorables pour apprendre, c'est un pays qui économiquement se sacrifie. Donc il faut avoir absolument cette question de la priorité à la formation de façon générale. Et je pense qu'en effet, on sait très bien, toutes les neurosciences le démontrent, que l'apprentissage se fait le mieux à certaines heures de la journée, qu'on ne doit pas avoir un volume d'informations, et qu'il faut solliciter différentes fonctions cérébrales pour l'apprentissage et la pratique artistique et culturelle. J'insiste sur la pratique, parce qu'au niveau en plus des neurosciences, on voit que c'est tout à fait différent de l'éducation culturelle que nous avons pu avoir, nous, de techniques de nos générations que de pratiques culturelles ou sportives. Donc ça, c'est des sujets qui pour moi sont fondamentaux. On ne peut pas continuer à avoir aussi peu de jours de classe en France. Ça veut dire qu'il faut aussi réduire les vacances, parce que sur la question du décrochage et sur la question aussi de se soustraire à de la manipulation idéologique de par les médias, la question des 2 mois où pour certains jeunes tu es enfermé dans l'appartement et où tu ne vas voir sur les réseaux sociaux que certaines formes de médias, il y a un emprisonnement intellectuel et une manipulation idéologique qui est très très forte. 2 mois de coupure, ça casse vraiment la dynamique d'émancipation qui peut être générée par l'éducation nationale. Sur la question de l'ambition, le témoignage, quand je disais c'est un déficit d'ambition, c'est pas forcément de l'ambition de par la famille, c'est tout simplement les chiffres sont là. C'est que les études supérieures sollicitées sont moins larges quand on vient de milieux modestes, parce qu'en effet, justement, au niveau des services de l'orientation de l'État, il y a cette forme d'enfermement dans sa condition sociale, ou sa condition territoriale. Parce que là aussi, la question de la réforme du lycée est en train de produire ses effets. C'est-à-dire, selon que l'on habite une grande ville où on peut changer de lycée parce qu'il y a des transports en commun qui permettent les liaisons facilement et donc d'avoir accès à des options, des matières différentes. Quand on dit à un jeune ariégeois, même du Loir-et-Cher, tu es dans
telle petite ville et pour aller apprendre telle manière, tu dois faire 30 km, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas, ça veut dire que... Parce que parfois, dans le lycée, il n'y a pas d'internat aussi. Ça, il faut connaître quand même le réel. Et donc là, il y a vraiment une ségrégation sur la possibilité de choisir et donc d'avoir de l'ambition. Sur la question du partenariat, ça c'est toute la question. Le partenariat, est-ce qu'il doit être à l'échelle de la région, quand on a 4500 communes, ou il doit être sur des structures intermédiaires? Alors moi, je suis et régionaliste et départementaliste, et je suis pour les territoires de projet. Voilà. Donc là, moi, clairement, les services de la région, ou les élus régionaux ou les services, ne peuvent pas initier ce partenariat parce qu'il y a 4500 communes sur 13 départements. Et c'est pourquoi la région finance une partie des salaires des pays PETR pour que ces territoires de projet puissent amener cet accompagnement, ce partenariat. Alors, on est dans le même pays, le pays du Sud toulousain, donc je rappellerai au président qu'il y a un financement de la région pour ce genre de choses. Mais ce que tu dis est vraiment est symptomatique de notre société avec ce sentiment d'isolement qu'on mène une initiative culturelle, sentiment d'isolement chez nos concitoyens, d'où la présence de la télé en boucle. Et moi, au fil des années, des campagnes, je commence à en faire depuis un certain nombre d'années. Et bon, la campagne législative, j'ai fait du porte-à-porte, comme j'avais déjà fait en 2012. Et où je suis très étonnée, c'est quand on fait du porte-à-porte, donc en 12 ans, quand on va dans les maisons, il y a de ça 12 ans, rarement la télé était allumée. Là, quelle que soit l'heure à laquelle on va en porte-à-porte, que ce soit un habitat collectif ou un habitat dispersé, enfin de lotissement, ou que ce soit dans un village, dans les 3/4 des cas, la télé est allumée. Et la télé est allumée très souvent sur CNews. Et donc, on peut être dans un village de s'habitants, on va prendre, même, c'est plus Montesquieu-Volvestre, on peut être à Montesquieu-Volvestre, et quand vous faites du porte-à-porte, les gens ils vous parlent des problèmes d'insécurité et voilà, de choses qui n'existent pas, mais seulement par, bien sûr, le prisme de CNews, eh bien, ils importent le sentiment d'insécurité dans des territoires où ça n'existe pas, et c'est clairement un terreau, un ferment pour le vote Rassemblement national. Et la question de l'isolement, et la question que le seul lien social, voilà, le seul accompagnement, la seule présence qu'il y a, c'est la télé. Et c'est pour ça que là, je partage tout à fait l'alerte d'Emmanuel sur cette question qu'aujourd'hui, on a les effets au niveau électoral, mais au niveau également de l'imaginaire collectif de la politique Bolloré. Voilà, clairement, et on voit même en 2 ans vraiment l'accélération qui est très très forte sur cette manipulation et qui est extrêmement inquiétante. C'est pour ça qu'on doit tous mobiliser pour stopper vraiment le développement du Rassemblement national qui est en grande partie généré par les politiques injustes d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Carole. Emmanuel. Deux réactions rapides sur 2 sujets qui ont été évoqués qui me paraissaient très intéressants. Sur l'IA, tu as évoqué les aspects économiques qui sont fondamentaux, c'est peut-être moins le thème aujourd'hui, mais il y en a au moins un autre de l'IA, c'est on est vraiment à l'aube d'une révolution cognitive qui va bouleverser l'univers, et j'espère juste qu'on sera encore là pour le voir collectivement. C'est vraiment une révolution de l'éducation, précisément. Il faut comprendre que dans cette révolution technologique, il va y avoir une inversion sensorielle, c'est-à-dire là où l'un des éléments de l'éducation était aussi la capacité à prendre de la distance à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, etc. L'IA est capable de telles innovations en termes de qualité d'exécution, en termes de ciblage par rapport au profil de la personne qui le perçoit, etc. Il va falloir que nous éduquions et que nous nous éduquions nous-mêmes à prendre de la distance avec ce qui fait quand même l'essence de notre relation au monde, c'est-à-dire nos sens, de voir quelque chose en se disant « ce que je vois n'est peut-être pas vrai », alors que tous de nos sens nous disent que c'est vrai. Et
on commence, c'est pas encore une réalité, mais ça le sera. La question, c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, et ça va soulever des questions sociétales absolument majeures. Le deuxième sujet, moi je ne parle pas des lycées parce que je connais ça beaucoup moins que Carole, mais la question que tu posais est bien plus intéressante que les lycées seulement. Parce que tu poses une excellente question. C'est qu'en fait, on peut parler de culture, d'accès à la culture, etc. La question repose sur au moins 2 discriminations. C'est le temps et l'argent. Pour profiter, il faut avoir du temps. Or, on sait que c'est l'un des sujets sur lesquels il y a des phénomènes ségrégationnistes très forts. Il y en a un qu'on connaît, c'est la ségrégation spatiale. Je dois aller loin pour avoir accès. Et le deuxième, c'est plutôt temporel. C'est je dois avoir du temps. Et moi, j'ai par exemple une population à Paris sur laquelle je souhaiterais que nous puissions renforcer nos efforts. C'est les familles monoparentales, dont à 90%, je rappelle qu'elles sont composées de femmes. Pourquoi je dis ça ? C'est quelque chose que j'ai éprouvé vraiment dans mon analyse et comptoir de bar et quand même un peu documenté sociologique de la crise du Covid. La crise du Covid, c'était intéressant parce que vraiment, les chercheurs en sciences sociales vont avoir beaucoup de travail sur cette crise. C'est pas pareil de vivre la crise Covid quand on est chez soi, à Paris, dans un appartement plutôt grand, si possible avec un pouvoir d'achat suffisant pour aller s'acheter du fromage, de la bonne viande et des bons vins en bas de la rue, ce qui n'est incontestablement pas à la portée de tout le monde. Si on a 14 abonnements à des plateformes numériques, ce n'est pas tout à fait aussi chiant que si on n'a pas d'abonnement du tout. Si on a la capacité de faire des visios, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans les phénomènes d'isolement que la crise Covid a en milieu urbain accéléré, on a vu des éléments intéressants de compréhension de ce qu'est la ségrégation urbaine à l'intérieur même de la ville. Sur l'argent, on le sait, c'est contre quoi on se bat. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est l'âge, c'est l'insertion sociale, c'est sa propre relation psychologique au travail, etc. Et l'une des réflexions, sans vouloir faire l'éloge du droit à la paresse, parce que les mots étaient fort beaux au 19e, ils sont un peu galvaudés aujourd'hui, mais c'est exactement le même thème qui était évoqué avec provocation à l'époque. C'est le temps à soi. Comment la société provoque des discriminations telles que certains ont beaucoup de temps pour eux-mêmes, qu'ils utilisent comme bon leur semble, faisant du sport, en faisant de l'associatif, en lisant, en vagabondant, en flânant, peu importe, et des gens qui n'en ont pas du temps pour eux, parce que leur journée, elle est remplie par le boulot, les enfants, quand ils ont le bonheur d'en avoir, et de toute façon, pas la capacité par l'argent de s'offrir du temps. S'offrir du temps par l'argent, c'est payer quelqu'un pour faire le ménage à sa place, c'est payer quelqu'un pour garder ses enfants pour sortir, etc. Et je crois qu'il est de notre devoir de réfléchir sur ce temps à soi, parce que c'est incontestablement dans ce temps à soi qu'on trouve peut-être les respirations dont on a besoin pour moins regarder ces news et un peu plus lire ou tout simplement aller au théâtre. Merci beaucoup Emmanuel. Fathia, puis Emma, et peut-être le mot de la fin au maire de la capitale européenne de la culture, si on veut bien. Il nous reste 15 minutes, donc que chacun s'autodiscipline. Je sais qu'on est capable de le faire. Merci. Bien, moi, je vais axer ma réponse sur les voies d'excellence. Et puis, je vais ouvrir ma réponse à l'orientation Bac-3, Bac+3, mais aussi à l'accessibilité de la culture. Et vous allez voir qu'il y a un point commun. Donc c'est vous qui avez posé une question sur les voies d'excellence et sur le problème de l'orientation des jeunes vers d'autres voies que celles qui devraient leur être prédestinées. Ce qu'il faut dire en France, c'est que l'orientation a été totalement détricotée. Détricotée depuis qu'on a créé le métier de conseiller d'orientation psychologue, qui n'est plus le même métier que le conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation psychologue a d'autres missions que l'orientation des élèves. Et à partir de là, la réalité, c'est qu'en France, tous ces postes que l'on avait ont disparu et on a donné cette mission aux enseignants de fin de cycle, aux enseignants donc de 3e, aux enseignants de seconde et aux enseignants de terminale. En leur donnant des HSE, c'est-à-dire des heures supplémentaires, j'allais dire une petite dizaine d'heures supplémentaires dans l'année pour orienter les élèves. Et c'est un métier qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur métier. Ils sont professeurs d'une discipline.
Certains, je parle en connaissance de cause, puisque j'étais moi-même prof de collège et prof de lycée. Certains s'auto-forment, donc dans leurs heures de liberté, et d'autres ne le font pas. Mais ce n'est pas leur métier, en réalité. En réalité, le professeur doit proposer aux élèves les différentes orientations possibles, et ça s'arrête là. Il ne doit pas expliciter chaque orientation, puisqu'il ne les connaît pas lui-même. Donc aujourd'hui, en France, on a un énorme problème. Et moi, pourquoi je parle de bac-3, bac+3 ? Parce que la réalité, le problème se pose dès la 3e. Et il se repose en première année de fac, puisque la massification veut que tout le monde aille à la fac. Mais quand les étudiants arrivent, parfois, ils ne se plaisent pas, ils ne se reconnaissent pas. Et c'est assez souvent, puisqu'il y a 40% d'échecs en première année de licence. Bac-3, Emmanuel Macron, Nicole Belloubet et compagnie et Gabriel Attal ont eu une superbe décision, avoir le brevet des collèges pour passer en seconde. Pourquoi cette décision ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a trop d'élèves, il y a trop de lycéens qui ont le bac. Et donc, la porte d'entrée à l'université n'est plus possible puisqu'il n'y a plus de place à l'université. C'est une façon de faire un barrage à tous ces jeunes qu'on veut envoyer en lycée professionnel, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de place en lycée professionnel, mais c'est une façon de les mettre dans une impasse. Donc le bac-3, il faut vraiment le surveiller comme un lait sur le feu, en se disant les réformes que le gouvernement Attal a voulu ont en réalité, c'est pas un sursaut d'autorité, c'est pas le diplôme qui a une valeur extraordinaire, le brevet des collèges, c'est pas du tout pour ça. Ce qui est sous-entendu, c'est de dire, voilà, on a trop d'élèves au lycée, parce que ces élèves du lycée vont avoir à 80% le bac, et il faudra les envoyer à la fac, et il n'y a pas de place. Aujourd'hui, moi, ce que je prône, ce que je demande, en tant que, d'abord, ancienne prof, mais en tant que présidente de la commission éducation, c'est un vrai métier de l'orientation, de vrais professionnels de l'orientation, qui seraient rémunérés par l'éducation nationale, et qui n'auraient comme fonction unique d'orienter les élèves. Et là, je pense que les voies d'excellence, on les proposerait à tous et on essaierait... vous imaginez que maintenant, on en est venu à la bonne volonté des enseignants, ça n'est pas leur mission première que de dire à un élève de banlieue « Oh, mais moi, je te vois bien faire une prépa », et de pousser les parents, et de pousser les familles. On devient un peu et conseiller d'orientation, psychologue, prof, sociologue, enfin tout ce que vous voulez. Ça n'est pas la mission d'un professeur disciplinaire. Normalement, un professeur, il a bac+5 pour enseigner dans une discipline, les lettres, et puis pour faire passer le bac aux gamins. Deuxième problématique, c'est l'accès. Et l'accès dans ces voies d'excellence, mais aussi l'accès aux mondes inconnus. Moi, je suis prof de Seine-Saint-Denis, mais j'ai aussi été élève de Seine-Saint-Denis, puisque j'ai toujours habité dans le 93. J'ai eu la chance d'être plutôt une bonne élève, mais autour de moi, l'accès à la culture, j'ai jamais osé aller à l'opéra. J'ai habité à Montreuil, mairie de Montreuil, donc le métro, ligne 9, assez direct pour aller à l'Opéra de Paris. Je n'y suis jamais allée avant l'âge de 17 ans. Pourquoi avant l'âge de 17 ans ? Parce qu'à 17 ans, j'ai eu une médiation culturelle, c'est-à-dire des professionnels de l'Opéra de Paris qui sont venus nous expliquer ce que c'était que l'opéra, que c'était un accès libre, gratuit pour les moins de 18 ans, qu'on pouvait aussi venir faire des ateliers à l'Opéra de Paris de façon complètement gratuite pour les jeunes. Voilà. S'il n'y a pas de médiation, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, elle se fait par de la médiation humaine. Moi, je ne crois pas, je vous le dis honnêtement, par exemple au Smart Université, où on est tout seul devant son ordinateur et on apprend des tas de choses, et ensuite on a une espèce de bilan de compétences pour savoir si on sait bien faire ceci, cela. Je veux bien, mais je pense que l'accès, l'humain, doit être tout le temps prévalu. Pourquoi ? Parce que chaque jeune est différent, chaque accès est différent. Je vais vous donner 2 accès à la culture différents. Les jeunes de banlieue et les jeunes du monde rural. L'accès à la culture pour le monde rural, le pass culture, la part collective, elle est de 30 € par élève. Elle est totalement sous-utilisée dans le monde rural. J'ai une carte géographique de la France avec l'utilisation du pass culture en France.
Là, je parle de la part collective, pas de la part des 300 € qu'on vous donne et vous achetez des jeux vidéo. Non, c'est pas celle-là. La part collective, c'est le prof qui va dire, tiens, je vais emmener ma classe à une sortie culturelle, théâtre, cinéma, opéra. Cette part collective, en Île-de-France, elle est utilisée. Dans les grandes villes, les métropoles, elle est utilisée. Dans la ruralité, elle n'est pas utilisée. Et donc l'accès, il y a la frontière invisible des banlieues, où les jeunes n'iront pas parce qu'ils n'ont pas de médiation, au théâtre ou au cinéma, mais il y a aussi l'accessibilité avec les transports, le problème des transports, qui font que les profs disent « moi, c'est 30 €, je vais en faire quoi ? Il me faudrait 30 € pour le transport et 30 € pour emmener mes élèves. Donc, il me faut 60 €, je ne les ai pas, je ne les emmène pas. » Donc, conclusion, l'accessibilité, rendre accessible la culture, rendre accessible l'éducation, ça se fait par de l'humain, ça se fait par une médiation humaine, avant tout. Bravo. Merci Fatia. Emma, ouais. 2 minutes. Et je vais être courte. J'ai senti les regards menaçants d'Alexandre Bizil, donc je vais être très courte. Menaçant, ouais. Je pense qu'on a parlé d'énormément de sujets, mais en fait, ce qui m'intéresse énormément dans vos questions, c'est que beaucoup d'entre vous parlent d'émancipation et du chemin qu'on choisit collectivement en fait, pour y parvenir, et quelles propositions on essaie de porter en tant que parlementaire élu de gauche. Ce dont je suis persuadée, et c'est notamment les camarades tout à l'heure qui parlaient du temps, et Emmanuel a formidablement bien parlé du temps qui nous reste, ou le temps qu'on a pour soi, donc je ne vais pas tout répéter, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à réinvestir cette question du temps libre et du temps libéré, et de comment est-ce que nous, on construit toutes ces choses-là. Quand on parle des jeunes, et tu as bien fait, Fatia, de parler du pass culture. On a parlé du pass culture européen pendant aussi cette campagne des élections européennes. Même ça, on est aussi parfois face à des contradictions assez importantes qui sont liées à la fois à comment est-ce qu'on a envie d'amener des jeunes à se cultiver, à avoir accès à la culture, et en même temps des débats sur les débats qui reviennent tout le temps. Est-ce que c'est vraiment des œuvres qualitatives ? Est-ce que les mangas, c'est vraiment lire ? Enfin, des débats qui parfois en plus sont surtout, je dirais, assez méprisants pour une classe d'âge qui a tendance à se cultiver de manière différente sans que ce soit moins bien, mais bien différemment. Et je pense qu'il faut absolument qu'on réinvestisse ces sujets-là, qu'on parle aussi du temps qu'on a à notre disposition pour avoir accès à la culture. Aux jeunes socialistes, au Parti socialiste, maintenant, depuis la campagne présidentielle de 2022, on défend l'allocation d'autonomie pour les jeunes. C'est une proposition qui vient des organisations de jeunesse, des organisations syndicales, de dire qu'on a besoin aujourd'hui de vivre, si on veut avoir accès à la culture, si on veut avoir accès à la santé, si on veut avoir accès à un quotidien finalement de dignité, eh bien, il faut avoir les revenus qui le permettent. Et il faut pouvoir vivre dignement. Et on a quand même beaucoup parlé de jeunesse en même temps, parce qu'on a parlé d'éducation, on a parlé de culture, on a beaucoup parlé de jeunesse, d'orientation. Si on veut réellement que la jeunesse ait accès à la culture, il faut aussi qu'elle ait accès à l'autonomie, et notamment qu'on lui permette de ne pas être uniquement liée à ses parents, uniquement liée à son lieu d'habitation. Et donc permettre l'autonomie, c'est aussi permettre d'avoir les moyens financiers d'y accéder. Et je pense que ce sera une de nos batailles dans les différents parlements et dans les collectivités locales pendant les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Yann, pour le mot de la fin. Bien, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. Moi, d'abord, je voulais toutes et tous vous remercier pour cet atelier, pour cette conférence, parce que ça montre quand même que la culture est essentielle pour les socialistes et les gens de gauche. Et que ça fait partie, je le dis, ça fait partie de notre ADN. Je disais avant que tu arrives, Carole, je dis la chose suivante. En finale de la capitale européenne de la culture française, c'était 4 villes de gauche. 4 villes de gauche. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment notre histoire, et on sait que c'est un moyen extraordinaire d'émancipation, notamment des plus jeunes, mais pas que. En revanche, il y a un problème, et vous l'avez souligné, tu l'as souligné dans nos interventions. C'est qu'il y a une discrimination territoriale liée à la culture. Moi, quand j'ai préparé le dossier pour poser la candidature de Bourges, en tant que petit poussé
encore au deuxième tour, je me suis rendu compte que les flux financiers, Madame la Présidente de la Commission, les flux financiers venant du ministère étaient 2 fois plus importants dans les métropoles que dans les villes à taille humaine comme les miennes, et encore dans les territoires ruraux. Et donc, notre enjeu collectif, c'est aussi de mener cette bataille de la répartition des crédits culturels au niveau de l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, et ça rejoint ça, il faut une nouvelle étape de la décentralisation culturelle. Nous, on a mis en avant, alors quand je dis ça, c'est pas du tout contre les agglomérations qui font le boulot, que les choses soient très claires. Hein, je vois ce qui est fait par Montpellier, par Rouen, par Clermont-Ferrand, qui était au deuxième tour. Mais on a besoin d'une deuxième étape de la décentralisation culturelle. Nous, notre projet, à Bourges, il s'est dit, on a mis en avant, pour la capitale européenne de la culture, en 2028, le temps des villes à taille humaine est venu. Le temps des villes de moins de 100 000 habitants est venu. Et en plus, ce temps, il permet quand même une intervention différente. Parce que l'objectif aussi, chers camarades, c'est que nous ne soyons pas des consommateurs de la culture, mais des acteurs de la culture. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir accompagner, faire créer par les associations, par les individus, par les écoles, par les collèges, par les lycées, quand vous êtes dans une ville à taille humaine que quand vous êtes dans une métropole. Enfin, il y a quelque chose qui m'a touché dans vos propos, même de ce que ici, c'est vous avez raison, tu as raison sur le rapport au temps. Alors, au temps à consacrer à la culture, mais aussi au temps, on l'a pas du tout abordé, je terminerai là-dessus. On n'a pas du tout abordé la dimension écologique et la dimension développement durable dans la culture. Moi, le 13 décembre, un jour de la victoire de Bourges, on était les 4 maires rassemblés au ministère de la Culture. C'est un jury européen qui a choisi la ville de Bourges. Et à la fin, j'ai demandé à la présidente du jury, qui est une Italienne, je lui ai dit, mais pourquoi, in fine, vous avez privilégié Bourges ? Elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, nous avons privilégié Bourges dans cette désignation, au-delà du fait que vous avez développé cette idée de petite ville par rapport aux métropoles, au fait que nous, dans notre projet, on a réfléchi de la manière suivante sur le fait que comment les Européens et comment les Français vont se rendre dans la ville lauréate en 2028. Et on s'est dit, on ne peut pas faire comme ça se faisait avant, comme ça s'est fait à Marseille, comme ça s'est fait à Lille, comme ça s'est fait à Matera en 2019 quand ils ont eu le titre, alors que c'est une ville de la même taille de Bourges. On s'est dit, ils ne peuvent pas privilégier l'avion. Donc nous, dans notre projet, on a dit, bien, quand vous viendrez à Bourges en 2028, vous privilégierez le train et notamment les trains de nuit. Parce que l'empreinte carbone, chers camarades, quand vous faites un rassemblement comme le Printemps de Bourges, comme ce qui se passe à Toulouse, à Montpellier, ce n'est pas les artistes, c'est le public qui se déplace. Et je sais que vous, dans votre région, en plus, vous avez une politique spécifique sur le déplacement en train. C'est le cas aussi à Avignon, etc., etc. Et donc, nous, on a proposé que les Européens viennent à Bourges, en passant par Paris, en passant par le sud aussi, en train, et notamment en train de nuit, dans lesquels il y aurait des propositions artistiques. Voilà, mon mot de la fin, chers amis, chers camarades, c'est « Venez à Bourges en 2028 ». Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Il y a Chloé Ridel qui me fusille des yeux parce qu'elle anime la table de ronde suivante. Donc à très bientôt et poursuivez avec le programme. Merci à tous.